Belle fille, donne-moi ton livret de banque et tes cartes bancaires. Comment ça? C'est plus grand que ça? C'est la première exigence que ma belle-mère m'a lancée à peine 7 jours après mon mariage. Je suis fonctionnaire depuis 10 ans, avec des économies de 150 000 €, fruit de mon travail, constant, et un appartement à mon nom. Malgré tout cela, ma belle-mère, Chantal, a insisté pour que je lui remette tout mon patrimoine, prétextant que la tradition familiale exigeait que la matriarche gère les finances. Et Sophie, l'a-t-elle fait aussi, ai-je demandé. Le visage de ma belle-mère s'est durci. Sophie fait partie de la famille. Toi, tu es encore une étrangère. J'ai cherché du soutien dans le regard de mon mari. Julien, maman a en partie raison. Donne-les lui et c'est tout. Mon mari ne prenait jamais mon parti. Ce soir-là, j'ai fait ma valise. Si tu franchis cette porte, ne montre plus jamais ton visage ici, a crié ma belle-mère, alors que je sortais sous la pluie. Tournant le dos à ses cris, le lendemain, mon mari m'avait appelé 99 fois. Et j'ai alors découvert quelque chose d'effrayant. Un prêt de 150 000 € à mon nom avait été transféré sur le compte de mon beau-frère. Maxime, avant le mariage, ma belle famille a réuni tous les parents pour me faire pression. Mais cette fois, c'était à mon tour de parler. Oncle Marcel, s'il vous plaît, regardez ceci et dites-moi qui doit s'excuser auprès de qui. Le document que j'ai sorti révélait une dette de 800 000 € au nom de mon beau-frère. Et ce jour-là, j'ai aussi découvert le secret choquant que cette famille cachait depuis 32 ans. Que diable se passait-il dans cette maison? Avant de commencer l'histoire, si vous vous abonnez, aimez la vidéo et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous écoutez. Je souhaiterais que le bonheur remplisse cet endroit. Il s'était écoulé exactement une semaine depuis le mariage. Camille dînait dans le salon de la maison de ses beaux-parents avec toute la famille. Sa belle-mère, Chantal, avait préparé un bœuf bourguignon et avait mis sur la table de la charcuterie fine. En bonne belle-fille, Camille faisait l'éloge du repas à chaque bouchée. Sa belle-mère souriait de satisfaction à chaque fois. Après le dîner et avoir fait la vaisselle, Chantal a appelé Camille pour qu'elle s'assoie sur le canapé du salon. Son mari, Julien, était assis par terre devant la télévision, regardant une émission humoristique, et son beau-frère Maxime, avec sa femme Sophie, était également là. Chacun sur son téléphone portable, Chantal a posé une tasse de thé sur la table et a commencé à parler. Camille, dans cette maison, par tradition, c'est la matriarche qui administre l'économie familiale. Camille a penché la tête sans comprendre. La phrase suivante de sa belle-mère l'a laissée bouche bée. Alors, donne-moi ton livret de banque et tes cartes bancaires. Onex. Un silence de mort s'est emparé du salon. On n'entendait que les rires de l'émission à la télévision. Camille n'en croyait pas ses oreilles. Lui demander ses économies et ses cartes seulement une semaine après s'être mariée. Essayant de sourire, elle a demandé « Belle-mère ». Sophie vous les a donnés aussi. L'expression de Chantal s'est un peu tendue. Mais elle a rapidement retrouvé un sourire aimable. Sophie est indépendante. Ses revenus sont irréguliers. Donc elle n'a pas grand-chose à donner. Maistoy, tu es fonctionnaire. C'est différent. Enfin deux. Camille a ressenti un frisson. Elle a senti que c'était injuste. Mais son arrivée dans la famille étant si récente, il lui était difficile de s'y opposer ouvertement. Elle a regardé son mari. Julien ne quittait pas la télévision des yeux. La bouche fermée. Personne n'a rien dit pour l'aider. Camille a soupiré intérieurement. Elle ne voulait pas se disputer à ce moment-là. Nous sommes encore en lune de miel, s'est-elle dit pour se calmer. Belle-mère. Laissez-moi y réfléchir. Les yeux de Chantal se sont légèrement plissés, mais elle n'a pas insisté davantage. Bien sûr. Réfléchis-y calmement. Oui. Un silence gênant a rempli la pièce. Camille s'est levée, est allée aux toilettes et, devant le lavabo, s'est aspergé le visage d'eau froide. Son reflet dans le miroir lui a renvoyé un visage pâle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si oppressée.
En sortant de la salle de bain, elle a remarqué les photos accrochées au mur du couloir. Les cadres étaient remplis de photos de famille, le baptême de Maxime, la remise des diplômes de l'école primaire, le jour où il est parti faire son service militaire, des photos de voyage. Il y avait une quantité remarquable de photos de Chantal avec Maxime, mais quelque chose était étrange. Il n'y avait pas une seule photo de son mari, Julien. Alors qu'ils étaient frères, pourquoi n'y avait-il que des photos du plus jeune? Camille est retournée dans le salon et a demandé prudemment à sa belle-mère. « Belle-mère, où sont les photos de Julien quand il était petit ?» Le visage de Chantal s'est crispé. Elle a posé la télécommande sur le canapé et a dit « Nous les avons perdus lors d'un déménagement. » Sa voix était plus dure que d'habitude. Camille a voulu poser plus de questions. Mais le regard glacial de sa belle-mère l'a fait taire. Elle a décidé de laisser tomber. La nuit a avancé. Avant de se coucher, Camille a traversé le couloir pour aller aux toilettes. C'est alors qu'elle a entendu une voix venant de la terrasse. C'était son beau-frère. « Maxime !» Il parlait au téléphone à voix basse. « On peut le faire au nom de ma belle-sœur. Attends un peu. Ça va bientôt s'arranger. » Camille s'est arrêtée net. Au nom de sa belle-sœur, il semblait qu'il parlait d'elle. Son cœur a fait un bond. À ce moment-là, Maxime s'est retourné. Leurs regards se sont croisés et il a raccroché le téléphone à la hâte. Avec un sourire forcé. Il a dit « Ah, belle-sœur, tu m'as fait peur. Je parlais d'affaires avec un ami. » Le rire de Maxime sonnait faux. Camille a ressenti une étrange inquiétude, mais a décidé de l'ignorer. Elle n'était dans la famille que depuis une semaine. Elle s'est dit qu'il n'était pas bon de se méfier d'eux. Elle s'est convaincue qu'elle était trop sensible. « Ah, oui, tu travailles tard. » Hein. Camille a forcé un sourire et s'est dirigée vers la salle de bain. Elle a fermé la porte et s'est assise sur le couvercle des toilettes. Son cœur battait la chamade. Les mots de Maxime résonnaient dans sa tête. « On peut le faire au nom de ma belle-sœur. Ça va bientôt s'arranger. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Camille a secoué la tête. Elle s'inquiétait trop. S'est-elle dit? Elle était sensible à cause de la nouveauté du mariage. Cette nuit-là, Camille a eu du mal à s'endormir. Les dos de son mari, qui ronflait à côté d'elle, lui semblait être celui d'un étranger. À peine une semaine de mariage, et elle se sentait déjà si seule. La lumière de la lune entrait faiblement par la fenêtre. Camille a regardé le plafond et a soupiré. Tout va bien. Tout ira bien. Elle voulait y croire. Les jours ont passé. Mais Camille n'était pas tranquille. La conversation de Maxime sur la terrasse ne cessait de tourner dans sa tête. Elle ne comprenait pas ce que signifiait « le faire au nom de ma belle-sœur ». Finalement, elle a décidé de poser la question discrètement à son mari. C'était après le dîner. Quand ils étaient seuls, allongés l'un à côté de l'autre dans le lit, Camille a commencé prudemment. « Chérie, dans quoi Maxime est-il impliqué dernièrement ? L'autre jour, je l'ai entendu parler au téléphone très tard. Julien, sans quitter son téléphone des yeux, a répondu « Mon frère monte une start-up. Je crois qu'il rencontre des investisseurs et ce genre de choses. Ce n'est rien. » Sa voix était indifférente. Camille a voulu en savoir plus. Mais l'attitude lasse de son mari l'a fait taire. Elle s'est sentie mal à l'aise, comme si elle se mêlait des affaires de son beau-frère. La nuit suivante, toute la famille dînait à table. La soupe de poisson que sa belle-mère avait préparée sentait merveilleusement bon. Camille a pris sa cuillère en silence. À ce moment-là, Chantal a soudainement lâché. « Camille, as-tu réfléchi pour le livret de banque ?» La main de Camille s'est arrêtée. Elle a senti une boule dans sa gorge. Sa belle-mère souriait. Mais son regard était tranchant. « Je veux gérer mon salaire moi-même. Je vous donnerai une somme pour les dépenses de la maison. » Le visage de Chantal s'est durci. Elle a posé sa cuillère sur la table, avec un bruit sec, et a élevé la voix. « Oui, tu es la belle-fille de cette maison. Tu dois suivre nos coutumes. Pourquoi dois-tu toujours me contredire ?» L'atmosphère à table s'est glacée. Julien gardait la tête baissée, mangeant sans rien dire.
Maxime regardait aussi son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. C'est alors que Sophie est intervenue. Sa voix était douce, mais semblait artificielle. « Belle sœur, c'est plus pratique si tu le lui donnes. La belle-mère s'occupe de tout. Au début, j'ai eu du mal aussi. Mais maintenant je suis plus tranquille. » Camille a regardé Sophie. Il y a seulement quelques jours. Sa belle-mère avait dit qu'elle n'avait pas demandé le livret à Sophie, car en tant qu'indépendante, ses revenus étaient irréguliers et elle n'avait rien à donner. Et maintenant? Elle parlait comme si elle l'avait fait aussi. Camille s'est mordu la lèvre. Elle savait que si elle discutait, cela ne ferait qu'empirer l'ambiance. Finalement, elle n'a rien dit et a baissé la tête. Après le dîner, pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle a entendu un bruit étrange dans le salon. Il semblait que Julien avait fait tomber de la soupe sur ses vêtements. « Ah, tu ne peux pas faire plus attention. » La voix de la belle-mère était froide. Camille s'est retournée pour regarder. Chantal fronçait les sourcils en regardant fixement Julien. Loï, la tête baissée, a murmuré un désolé. Mais juste après, Maxime a fait tomber la boisson gazeuse qu'il tenait à la main par terre. Une bonne quantité s'est répandue sur le tapis. Camille a pensé que sa belle-mère allait se mettre à nouveau en colère. Mais sa réaction a été complètement différente. « Ce n'est rien. Mon garçon, tu dois être très stressé en ce moment. » La voix de Chantal était incroyablement tendre. Elle est allée elle-même chercher un chiffon, a nettoyé le sol et a donné une tape sur l'épaule de Maxime. « Ne t'inquiète pas. Yenet toya. » Camille s'est arrêtée de faire la vaisselle. Observant la scène, comment l'attitude envers ses deux fils pouvait-elle être si différente pour la même erreur? La froideur avec laquelle elle traitait Julien et l'affection avec laquelle elle consolait Maxime lui semblaient très étranges. Elle a regardé Julien du coin de l'œil. Il faisait semblant de rien, mais se mordait la lèvre avec force. Camille a ressenti un pincement d'amertume. Quelques jours plus tard, c'était le week-end. Camille avait décidé de passer dire bonjour au salon de coiffure que gérait sa belle-mère. Comme c'était sa première visite depuis le mariage, elle avait préparé un petit cadeau. Avec une corbeille de fruits à la main, elle a ouvert la porte du salon. Mais en entrant, elle s'est arrêtée net. Le local était curieusement vide. Il y avait 6 fauteuils, mais un seul client. Et on ne voyait qu'une seule employée. Sa belle-mère était au comptoir en train de lui parler. Quand Camille s'est approchée, elle a vaguement entendu la voix de l'employé. « Madame, ce mois-ci aussi vous n'allez payer que les intérêts et le capital. » Les oreilles de Camille se sont dressées. Intérêt. Avait-il des dettes? À ce moment-là, sa belle-mère l'a vu. Son visage a changé l'espace d'un instant. Elle a rapidement fait signe à l'employé de se taire. « Oh, Camille, que fais-tu par ici ?» Sa voix était un ton plus haut que d'habitude. Elle semblait forcer la joie. Camille lui a tendu la corbeille de fruits avec un sourire. « Je venais juste dire bonjour. C'est la première fois que je viens depuis le mariage. »« Oh, tu n'aurais pas dû te déranger. » Chantal a pris le panier et a guidé Camille vers l'intérieur, mais n'a fait aucun commentaire sur la conversation avec l'employé. Camille a jeté un coup d'œil au local. Le papier peint était décollé par endroits, et le miroir avait une petite fissure. Les meubles semblaient également vieux. On disait que c'était une entreprise avec 30 ans d'histoire, mais elle ne semblait pas très bien entretenue. Pendant qu'elle lui préparait un café, sa belle-mère a dit « Ces derniers temps, les affaires ne vont pas très bien. Ils ont ouvert 2 franchises dans le quartier. » Camille a hoché la tête. Mais la conversation sur les intérêts ne quittait pas son esprit. Elle sentait que le problème était plus grave qu'une simple mauvaise passe dans les affaires. Sur le chemin du retour, Camille était pensive. L'exigence du livret, l'étrange appel de Maxime, le déclin du salon de coiffure. Tout semblait connecté d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne pouvait pas encore en être sûre. Elle se disait qu'elle était trop sensible, que la vie de femme mariée était ainsi. Cette nuit-là, Camille s'est allongée sur le lit et a regardé le plafond. Les dos de son mari, endormi à côté d'elle, lui semblait lointain. Cela faisait à peine 15 jours qu'ils étaient mariés.
et elle se sentait déjà si inquiète. Le vent soufflait dehors. Camille s'est bordée jusqu'au menton et a soupiré. Ce n'est rien. Ce sont des imaginations. Elle voulait y croire, mais l'anxiété qui s'était installée dans sa poitrine ne disparaissait pas facilement. Alors qu'elle fêtait ses 15 jours de mariage, un après-midi, Camille est rentrée du travail chez ses beaux-parents. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a senti une atmosphère glaciale. Toute la famille était réunie dans le salon. Sa belle-mère était assise au centre du canapé avec son mari Julien, son beau-frère Maxime et sa belle-sœur Sophie de chaque côté. Le visage de Chantal était rouge de colère. Dès que Camille est entrée, elle s'est levée d'un bond. « Toi, bien ici. » Sa voix tremblait. Camille a posé son sac et s'est approchée prudemment. « Belle-mère, que se passe-t-il » Chantal a frappé la table de la paume de la main. Les tasses de thé ont teinté. Il faut voir le peu de honte qu'a cette belle fille. Tu ignores mes paroles depuis des jours. Le visage de Camille s'est durci. C'était à propos du livret. Sa belle-mère lui mettait la pression depuis des jours, mais Camille avait repoussé sa réponse. Belle-mère, je vous ai déjà dit que je veux gérer mon salaire moi-même et que je vous donnerai un montant fixe chaque mois pour les dépenses. Les yeux de Chantal se sont injectés de sang. Qu'est-ce que tu me réponds ? Camille n'en pouvait plus. La colère qu'elle avait contenue a éclaté. Belle-mère. Alors demandez la même chose à Sophie. Nous sommes les deux belles filles. Pourquoi ne l'exigez-vous qu'à moi ? Le salon est devenu silencieux. Sophie a baissé la tête. Honteuse. Le visage de Chantal est devenu encore plus rouge. Mais quelle impertinence. À ce moment-là, Julien est intervenu. Camille s'attendait à ce que son mari la défende enfin. Mais ce qu'il a dit était tout le contraire. Camille, maman a en partie raison. Donne-le lui et c'est tout. Pour la paix de la famille, Camille n'en croyait pas ses oreilles. Son propre mari était du côté de sa mère. Elle a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tu es mon mari. Pourquoi ne prends-tu jamais mon parti ? Julien, la tête baissée, a répondu : c'est ma mère, celle qui m'a élevée. Je ne veux pas la contrarier. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. En seulement 15 jours, elle s'était rendue compte de sa place dans cette maison. Pour son mari, elle n'était pas sa femme, mais quelqu'un qui passait après sa belle-mère. Camille n'a rien dit de plus. Elle s'est retournée et est entrée dans sa chambre. Elle a ouvert l'armoire et a sorti une valise. Ses mains tremblaient, mais elle a mis ses affaires une par une. Sous-vêtements, cosmétiques, vêtements pour quelques jours. Seulement l'essentiel. Du salon provenaient des murmures. Camille ne leur a pas prêté attention. A fermé la fermeture éclair de la valise et a mis son sac sur son épaule. Quand elle a ouvert la porte de la chambre, sa belle-mère bloquait le passage dans l'entrée. Les bras croisés, gardant la porte. Où crois-tu aller ? Camille l'a regardé droit dans les yeux. Chez mes parents. La commissure des lèvres de Chantal a tremblé. Si tu franchis cette porte, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Compris. Le cœur de Camille battait la chamade. Mais elle n'a pas reculé. Au contraire, elle a fait un pas en avant. C'est ce que je ferai. Les yeux de Chantal se sont écarquillés. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Camille est passée à côté d'elle et a ouvert la porte d'entrée. Dehors, il pleuvait. Les grosses gouttes frappaient l'asphalte. Camille est sortie sans parapluie. Camille a entendu la voix de son mari dans son dos. Mais elle ne s'est pas retournée. Les roulettes de la valise roulaient sur le sol mouillé. La pluie trempait ses cheveux et glissait sur son visage. Elle ne savait pas si c'était des larmes ou des gouttes de pluie. Camille regardait seulement droit devant elle. Elle se sentait pathétique. Traînant une valise seule sous la pluie froide, elle s'est souvenue de son image souriante le jour de son mariage. C'était il y a seulement 15 jours. Dans sa robe de mariée blanche, elle rêvait d'un avenir heureux. Et maintenant, elle fuyait la maison de ses beaux-parents sous la pluie. Les épaules de Camille ont frémi. Les pleurs qu'elle avait contenus ont éclaté. Un pleur que personne n'entendrait, étouffé par le bruit de la pluie. Pendant ce temps, dans le salon de la maison, il se passait autre chose.
Maxime était debout près de la fenêtre, regardant dehors. Son visage a pâli en voyant la silhouette de Camille disparaître sous la pluie. Il a rapidement sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. Elle est partie. Et maintenant la date de paiement approche. Nous n'avons pas le temps. Sa voix tremblait d'urgence. À ce moment-là, sa mère s'est approchée de lui a arraché le téléphone des mains et a raccroché. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Le regard de Chantal était glacial. Avec une voix basse et froide, elle a dit « J'ai tout gâché. » Le visage de Maxime est devenu encore plus pâle. « De quoi parles-tu ? Je n'ai rien fait. » Chantal l'a attrapé par le bras. « Ta belle-sœur t'a entendu parler au téléphone sur la terrasse. J'avais tout planifié et j'ai tout gâché. » Les yeux de Maxime se sont écarquillés. Chantal, serrant les dents, a regardé par la fenêtre. La pluie redoublait. Nous devons la ramener à tout prix. Sans l'argent de celle-là, nous sommes finis. La voix de Chantal a résonné comme un grognement dans le salon. On n'entendait que le bruit de la pluie et un lourd silence. La silhouette de Camille ne se voyait plus par la fenêtre. Elle avait complètement disparu sous la pluie. Chantal et Maxime cachaient quelque chose, et ce secret était bien plus terrible que ce que Camille pouvait imaginer. La tempête ne faisait que commencer. L'endroit où Camille est arrivée après avoir erré sous la pluie était la maison de ses parents. Elle a dû faire 2 correspondances de bus et a mis plus d'1 heure pour arriver. Elle était trempée. Les roulettes de la valise étaient couvertes de boue et de l'eau dégoulinait de ses cheveux. Elle s'est arrêtée devant la porte, sur le point de sonner à la porte. Mais sa main tremblait. Rentrée à la maison dans cet état, à peine 15 jours après s'être mariée, elle ne savait pas comment elle allait regarder ses parents en face. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Sa mère, Isabelle, la regardait avec surprise. « Camille, ma fille, que fais-tu ici ?» Camille a essayé de parler. Mais elle avait une boule dans la gorge et les mots ne sortaient pas. Elle n'a pu que pleurer. Sa mère, sans rien dire, l'a serrée dans ses bras. Les vêtements mouillés de Camille ont trempé sa mère, mais elle s'en fichait. « Entre et change-toi. » Depuis le salon. Son père, Antoine, qui lisait le journal, s'est levé d'un bond. En voyant l'état de sa fille, son expression s'est durcie. « Camille, que s'est-il passé ? Pourquoi arrives-tu comme ça ?» En voyant le visage de son père, Camille a éclaté en sanglots de manière inconsolable. Ses genoux ont flanché, et elle a failli tomber par terre. Son père s'est empressé de la soutenir. « Prends d'abord une douche. Nous parlerons plus tard. » And declame. Sa mère lui a préparé un bain chaud, une serviette et des vêtements propres. Camille a pleuré pendant un long moment dans la salle de bain. L'eau chaude a réconforté son corps glacé, mais la glace de son cœur ne fondait pas si facilement. Quand elle est sortie, il y avait sur la table de la salle à manger une assiette de petits salés aux lentilles bien chaudes. Sa mère l'avait préparée à la hâte. La vapeur montait de l'assiette. « As-tu mangé monge d'abord ? As-tu besoin de quelque chose de chaud ?» Camille s'est assise à table. Elle a pris sa cuillère. Mais sa main tremblait tellement qu'elle pouvait à peine porter la nourriture à sa bouche. Sa mère lui caressait le dos. « Mange doucement. Personne ne te presse. » Elle a porté une cuillerée à sa bouche. C'était un goût familier. Le petit salé aux lentilles de sa mère, celui qu'elle mangeait depuis toute petite. Ce goût l'a fait pleurer à nouveau. Pendant les 15 jours où elle avait mangé chez ses beaux-parents, elle ne s'était jamais sentie ainsi. Même si elle faisait l'éloge de la nourriture, il y avait toujours une partie d'elle qui se sentait mal à l'aise. Mais une cuillerée du petit salé de sa mère a fait éclater toutes les émotions contenues. Ce n'est qu'après avoir mangé que Camille a pu parler. Elle leur a raconté tout ce qui s'était passé depuis le début, l'exigence du livret par sa belle-mère, l'indifférence de son mari, l'étrange appel de Maxime, la conversation sur les intérêts qu'elle avait entendus au salon de coiffure. Elle n'a rien oublié. Son père l'écoutait les bras croisés. Son expression s'est assombrie. Sa mère soupirait de temps en temps. Quand elle a fini de parler, son père a dit « Camille, tu as bien fait. Tu n'as pas à supporter un endroit où on te traite injustement.
Camille a levé la tête. Le regard de son père était ferme. Le fait d'être marié ne signifie pas que tu doives tout supporter. C'est ta vie. Tu dois protéger ce qui t'appartient. Sa mère a hoché la tête à côté de lui. Bien sûr. Pourquoi donnerais-tu ton argent à ta belle-mère? Ton argent est à toi. Les mots de ses parents ont soulagé Camille. Elle avait pensé qu'elle était coupable. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait simplement refusé une exigence injuste. Cette nuit-là, Camille a dormi dans son ancienne chambre pour la première fois depuis longtemps. C'était la chambre qu'elle avait utilisée jusqu'à son mariage. À Oumour. Il y avait encore des photos de l'université. À l'époque, l'avenir lui semblait plein d'espoir. Mais maintenant, tout était un désastre. Juste au moment où elle allait poser la tête sur l'oreiller, le téléphone a sonné. Sur l'écran est apparu le nom de son mari, Julien. Camille n'a pas répondu. Le téléphone a cessé de sonner puis a recommencé. Elle n'a pas répondu non plus. Et ainsi de suite. Che. Arche. 30 fois. Il n'arrêtait pas de sonner. Camille a mis le téléphone sur silencieux et l'a posé face contre le bureau. Le lendemain matin, en se réveillant, elle a regardé son téléphone. Elle avait 99 appels en absence et des dizaines de SMS. Camille les a lus un par un. Maman a la tension qui crève le plafond. C'est de ta faute. Reviens tout de suite. Quelle honte devant les aînés. C'est un déshonneur pour la famille. Les gens du quartier sont déjà au courant. Tu dois assumer tes responsabilités. Est-ce ce qu'une belle fille doit faire? Pleurnicher chez ses parents. Quel pathétique. Les mains de Camille tremblaient en lisant les messages. 99 appels et des dizaines de messages. Et dans aucun d'eux, pas un seul mot d'inquiétude. Pas un « ça va où est-ce tout ?» Je suis désolée. Je suis inquiet. Pas une excuse sincère. Pas un mot d'inquiétude pour sa femme. Tout concernait l'inquiétude pour sa mère, la réputation de la famille, sa propre position. Les mains de Camille qui tenaient le téléphone se sont relâchées. Elle a ressenti un vide immense dans la poitrine. Qu'ai-je été pour cet homme en fin de compte, s'est-elle dit à voix haute. Pendant 1 an et demi de relation, elle avait pensé qu'elle pouvait lui faire confiance. Le jour où il l'a demandée en mariage, elle a pleuré de bonheur. Le jour du mariage, elle a sincèrement cru à ses paroles lorsqu'il a promis d'être ensemble pour toujours. Mais maintenant, sa femme était partie sous la pluie et il ne lui avait même pas demandé si elle allait bien. Au lieu de s'inquiéter de l'endroit où elle était, ou si elle s'était fait mal, il lui reprochait le déshonneur familial et exigeait qu'elle prenne ses responsabilités. Camille n'avait plus de larmes. Au-delà de la tristesse, elle ressentait une profonde désolation. Elle ne pouvait pas croire que la personne qu'elle avait aimée était ainsi. Pendant le petit déjeuner, son père lui a demandé « Ton mari t'a-t-il appelé ?» Camille lui a montré le téléphone. Les 99 appels en absence et le contenu des messages. Son père a regardé l'écran pendant un long moment. Son expression s'est durcie. C'est un message qu'un mari envoie à sa femme. Il n'y a pas un seul mot d'inquiétude pour elle. Son père a posé le téléphone sur la table avec un bruit sec. Ses yeux acérés par ses années dans la police se sont plissés. Camille. À mon avis, il se passe quelque chose de bizarre dans cette maison. Camille a penché la tête. Que veux-tu dire? Son père, les bras croisés, a dit « L'exigence du livret est trop urgente et désespérée. Demander de l'argent à une belle fille 1 semaine après le mariage, et d'une manière aussi agressive, ce n'est pas propre à une famille normale. » Les mots de son père ont fait réfléchir Camille. C'était certainement étrange. L'attitude de sa belle-mère était trop pressante. Et la conversation que tu as entendue, cette histoire de le faire au nom de la belle-sœur, je ne sais pas ce que c'est. Mais ils ont l'air de gens harcelés par quelque chose. Le regard de son père était sérieux. Je vais enquêter. Si je demande de l'aide à d'anciens collègues, il y aura sûrement quelque chose qui sortira. Camille a hoché la tête. Mais d'un autre côté, elle avait peur. Y avait-il vraiment un secret dans cette famille? Y avait-il quelque chose de caché qu'elle ne savait pas? Cette nuit-là, Camille a éteint son téléphone. Elle ne voulait plus voir les messages de son mari. Plus elle les lisait, plus ça faisait mal.
Elle s'est allongée sur le lit et a regardé le plafond. Les mots de Maxime sur la terrasse ne cessaient de résonner dans sa tête. On peut le faire au nom de ma belle-sœur. Ça va bientôt s'arranger. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'allait-il faire en son nom? Et elle s'est aussi souvenue des mots de sa belle-mère à Maxime. J'avais tout planifié et j'ai tout gâché. Planifié. Qu'avait-il planifié? L'avait-il guetté depuis le début? Camille s'est bordée jusqu'au menton. Un frisson l'a parcouru. Ce n'était pas seulement à cause du froid. Une anxiété inconnue l'enveloppait. Cette nuit-là, Camille n'a pas pu dormir. Si elle fermait les yeux, elle voyait le regard froid de sa belle-mère et le dos indifférent de son mari, et l'étrange conversation de Maxime résonnait dans ses oreilles. Elle a réussi à s'endormir à l'aube, mais ce ne fut pas un sommeil profond. Dans ses cauchemars, sa belle famille la poursuivait. La tempête était passée. Mais la véritable tempête n'était pas encore arrivée. Camille ne savait pas encore à quel point la vérité qui l'attendait était choquante. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Camille était arrivée chez ses parents. Elle était toujours inquiète. Les mots de Maxime ne quittaient pas sa tête. Elle ne comprenait pas ce que signifiait « le faire au nom de ma belle-sœur ». Après le petit déjeuner, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est assise sur le lit et a pris son téléphone portable. Ses doigts tremblaient. Elle avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Elle a ouvert l'application de sa banque. Elle a cliqué sur le menu pour consulter son dossier de solvabilité. Elle s'est identifiée avec son identité numérique et a attendu. Quelques secondes plus tard, l'écran a changé. Camille n'en croyait pas ses yeux. Son cœur a fait un bond. Prêt personnel. 100 000 €. Date d'octroi, il y a 9 mois. Camille a serré le téléphone à 2 mains. Elle tremblait comme si elle avait la maladie de Parkinson. Elle n'avait jamais demandé de prêt. Jamais. Et 100 000 €. Qu'est-ce que c'est que ça, je n'ai jamais demandé de prêt? S'est-elle dit à haute voix. Elle a eu un blanc. Elle avait du mal à respirer. Avec des mains tremblantes, elle a appelé Élise, une amie de l'université. Élise travaillait dans le département d'analyse des risques d'une grande banque. C'était la bonne personne pour les questions de prêt. Le téléphone a sonné 3 fois et elle a répondu « Allô Camille ?»« Ça fait longtemps, comment ça va ?» D'une voix tremblante. Camille a dit « Élise, j'ai besoin d'un service urgent. Peux-tu vérifier mon dossier de solvabilité? Un prêt apparaît à mon nom. Mais je ne l'ai pas demandé. » À l'autre bout du fil, la voix d'Élise est devenue sérieuse. « Quoi, attends. Laisse-moi voir. Donne-moi ton numéro de carte d'identité. » Camille lui a donné son numéro de carte d'identité. Elle a entendu le cliquetis d'un clavier. Un instant plus tard, la voix d'Élise a de nouveau retenti. « Camille, cela a été accordé. Il y a 9 mois comme un prêt non présentiel via le téléphone portable. La vérification de ton identité et la confirmation de la carte d'identité sont à ton nom. » Le visage de Camille a pâli. Un prêt non présentiel. Je n'ai jamais demandé une chose pareille. La voix d'Élise a baissé d'un ton. Camille, cela signifie que quelqu'un t'a trompé pour que tu l'autorises. Ou tu as donné toi-même le code de vérification. Ou ils ont utilisé ton portable pour le recevoir. Only one. Camille s'est souvenue de ce qui s'était passé 9 mois plus tôt. À l'époque, elle était en plein préparatif du mariage avec Julien, réservant le restaurant, cherchant un photographe et un costume, cherchant un appartement. Une folie. Élise a continué. Je vais vérifier où l'argent a été transféré. Un moment. Elle a de nouveau entendu le clavier. Et un instant plus tard, la voix d'Élise tremblait. Camille. Les 100 000 € ont été intégralement versés sur le compte d'un certain Maxime Dupont. Le téléphone est tombé des mains de Camille. Depuis le sol, on entendait la voix d'Élise. Camille. Camille. Tu es là. Camille a ramassé le téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. Élise. Répète-moi ça. Sur le compte de qui? Maxime Dupont. Ce nom te dit quelque chose. Maxime Dupont. Son beau-frère. Maxime. Les 100 000 € d'un prêt à son nom avaient atterri sur le compte de son beau-frère. Camille a raccroché
et s'est laissée tomber sur le lit. Elle se sentait sans force. La tête lui tournait. C'est alors qu'elle s'est souvenue d'une chose d'il y a 9 mois, pendant leur fiançailles. Alors qu'il cherchait un financement pour le mariage, ce jour-là, Julien lui avait dit « Allons voir quelles conditions de prêt il nous donne pour le mariage. Avec mon téléphone, je peux comparer plusieurs banques à la fois. C'est plus pratique. » Julien avait installé plusieurs applications de prêt sur son téléphone et avait demandé à Camille « J'ai juste besoin d'une photo de ta carte d'identité et du code de vérification qui arrivera sur ton téléphone. » C'est l'affaire d'un instant. Camille avait fait confiance à son futur mari. Elle ne s'était doutée de rien. Elle lui avait envoyé une photo de sa carte d'identité et lui avait donné le code qu'elle avait reçu. Ensuite, Julien avait demandé « Quelle adresse mettons-nous pour recevoir les papiers du prêt ?» quand Camille allait donner l'adresse de chez elle. Julien l'avait devancé. « Puisque nous allons vivre ensemble, mettons l'adresse de chez moi. De toute façon, tu vas bientôt déménager. » Camille avait hoché la tête sans y penser, et c'est ainsi que l'adresse d'expédition avait été définie comme celle de la maison de ses beaux-parents. Quelques jours plus tard, Julien lui avait dit « Ils nous ont refusé le prêt. Nous ne remplissons pas les conditions. » Quel dommage. Camille l'avait cru. Elle avait pensé que s'il l'avait refusé, il n'y avait rien à faire. Il chercherait un autre moyen, mais la vérité était tout autre. Le prêt n'avait pas été refusé, mais accordé. 100 000 € avaient été accordés au nom de Camille et avaient été versés sur le compte de Maxime. La notification de l'octroi du prêt était arrivée sur le portable de Julien, et les papiers avaient été envoyés chez ses beaux-parents. Camille n'était donc au courant de rien. Tout avait été une arnaque planifiée. Camille s'est couvert le visage de ses mains. Les larmes s'échappaient entre ses doigts. Tout son corps tremblait. Il m'a tendu un piège depuis le début. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas de l'amour. C'était une arnaque. L'année et demie de fiançailles a défilé dans son esprit. Le visage souriant de Julien quand ils se sont rencontrés. Les bouquets de fleurs à chaque anniversaire. La scène où il s'est agenouillé pour la demander en mariage, le moment où ils se sont tenus la main, heureux. Le jour du mariage, tout avait été un mensonge. Une comédie pour la tromper du début à la fin. Julien ne l'avait pas épousée par amour. Il s'était approché d'elle pour lui soutirer de l'argent. Camille s'est mise à pleurer sur le lit. Elle a essayé d'étouffer ses sanglots dans l'oreiller, mais n'a pas pu. Ses épaules tremblaient. Comment n'avait-elle rien remarqué ? Comment avait-elle pu être si naïve ? Elle se sentait idiote. Trompée par des mots d'amour. Non seulement elle avait perdu toutes ses économies, mais en plus, elle s'était endettée de 100 000 €. Une somme qu'elle mettrait plus de 10 ans à rembourser avec son salaire de fonctionnaire. Et cet argent avait atterri dans la poche de son beau-frère à son insu. Après avoir pleuré un long moment, Camille a levé la tête. Elle avait les yeux gonflés. Son reflet dans le miroir était celui d'une personne brisée. À ce moment-là, on a frappé à la porte. « Camille. »« Ça va ?» C'était la voix de sa mère. Camille a essuyé ses larmes à la hâte. « Oui ?»« Ça va. » Un instant. Elle s'est lavé le visage dans la salle de bain et est sortie. Mais elle n'a pas pu cacher ses yeux gonflés. L'expression de sa mère s'est durcie en la voyant. « Que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu pleuré ?» Camille n'a pas pu le cacher plus longtemps. Elle a raconté à ses parents ce qu'elle venait de découvrir, le prêt de 100 000 €, le transfert sur le compte de Maxime. Comment Julien l'avait trompée 9 mois plus tôt. Tout. Le visage de son père est devenu rouge de colère. Il a serré les poings. Ces salauds s'en sont pris à notre fille depuis le début, sa mère. Les yeux larmoyants. A serré Camille dans ses bras. Combien ma petite fille a-t-elle dû souffrir ? Mon Dieu. Quelle horreur. Son père s'est levé d'un bond. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut dénoncer ça à la police tout de suite. Camille l'a retenu par le bras. Papa. Attends. Nous devons d'abord rassembler des preuves. Si nous portons plainte sans plus, il pourrait tout nier. Ces 10 années en tant que fonctionnaire n'avaient pas été vaines. Malgré le choc, Camille n'a pas perdu la tête. Son caractère méticuleux et méthodique ressortait dans des moments comme celui-ci. Je vais demander à Élise de m'obtenir officiellement les papiers du prêt
et le justificatif du virement. Et je vais aussi faire des captures d'écran de tous les messages que j'ai échangés avec Julien. Son père a hoché la tête. Oui. Les preuves sont cruciales. Préparons tout pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Camille a pris son téléphone. Ses mains tremblaient encore. Mais son regard était ferme. Elle ne pouvait pas continuer à pleurer. Elle devait leur rendre la monnaie de leurs pièces. Œil pour œil. Pas plus que ça. Camille a rappelé Élise. Elle lui a demandé de lui délivrer officiellement tous les documents du prêt et les justificatifs du transfert. Élise lui a dit qu'elle l'aiderait sans hésiter. Après avoir raccroché, Camille a regardé par la fenêtre. Le ciel était dégagé. La tempête d'il y a quelques jours semblait être un mensonge. « Vous allez voir, je ne vais pas rester les bras croisés », a murmuré Camille. Dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes, mais de la détermination. La guerre ne faisait que commencer. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Camille avait découvert l'arnaque du prêt. Son père, Antoine, n'était pas resté les bras croisés. Il avait travaillé comme policier pendant plus de 30 ans. Il savait mieux que quiconque comment enquêter. Je vais enquêter moi-même. Il y a sûrement autre chose dans cette famille. Antoine a commencé à enquêter discrètement dans le voisinage de la belle famille. Il a demandé à d'anciens collègues de vérifier les antécédents de crédit de Maxime et s'est lui-même consacré à recueillir des informations. Quelques jours plus tard, Antoine est revenu avec un visage sérieux. Il tenait son portable à la main. « Camille, regarde ça. » Son père lui a montré l'écran du téléphone. Il y avait plusieurs photos. Camille les a fait défiler une par une. La première était de la ruelle à l'arrière du salon de coiffure de sa belle-mère. Sur le mur, un papier était collé. Les lettres rouges étaient claires. Avis de saisie. Débiteur Maxime Dupont. Réclamation de dette de société de crédit. Les yeux de Camille se sont écarquillés. Saisie. Maxime avait reçu un avis pour ne pas avoir payé une dette. La deuxième photo était similaire à un autre avis de saisie d'une autre société de crédit. La troisième et la quatrième photo étaient identiques. Toutes étaient des réclamations de dette au nom de Maxime. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Papa, a demandé Camille d'une voix tremblante. Son père a soupiré et a dit « Ce type a des dettes partout. Je suis allé demander à une agence immobilière près du salon de coiffure. » Son père lui a raconté ce qui s'était passé ce jour-là. Antoine était allé dans une agence immobilière près de la maison de ses beaux-parents. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, balayait l'entrée. Antoine s'est approché de lui et lui a dit « Excusez-moi. Le salon de coiffure, là ? Baz a l'air d'être une vieille affaire. » Non. Le patron de l'agence immobilière a arrêté de balayer et s'est retourné. Ah, cette maison a plus de 30 ans, en effet. Mais dernièrement, on dirait que ça ne va pas très bien pour eux. Ah oui, pourquoi ? L'homme a baissé la voix. Le plus jeune fils disait qu'il allait faire fortune avec les crypto-monnaies. Et maintenant, les agents de recouvrement de dettes n'arrêtent pas de venir. Nous, on ferme plutôt par peur. Les oreilles d'Antoine se sont dressées. Agent de recouvrement. Oui. Des hommes en costume noir arrivent en voiture en criant « Et tout rend l'argent » ou « T'es-tu caché » et des choses comme ça. Tout le quartier est au courant. Le patron de l'agence a soupiré. Ils me font de la peine. La propriétaire du salon a passé toute sa vie à travailler pour économiser. Et maintenant, il semble qu'elle va tout perdre à cause des dettes de son fils. Antoine lui a demandé plus de détails. Depuis quand les agents venaient-ils ? À quelle fréquence ? Quel genre de personne c'était ? L'homme lui a raconté tout ce qu'il savait. Après avoir entendu l'histoire, Antoine a compris que la dette de Maxime n'était pas petite. Après avoir écouté son père, Camille a recontacté Élise. Elle lui a demandé de vérifier quelle était la dette officielle de Maxime. Élise a enquêté dans les limites de ce que son travail à la banque lui permettait. Le lendemain, Élise l'a appelé. « Camille, j'ai vérifié et la situation est grave. » Camille, assise sur son lit, a serré le téléphone avec force. « Combien c'est ?» Pour commencer. Il a une dette de 30 000 € en prêt de carte de crédit. Il a dépensé toute la limite de la carte qu'il a prise quand il travaillait 30 000 €. Camille a dégluti. Et ensuite,
un prêt de 120 000 € d'une société de crédit. Il l'a demandé à plusieurs avec des taux d'intérêt très élevés. Rien que les intérêts doivent être une folie. 120 000 €. Le chiffre ne cessait d'augmenter. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout. La voix d'Élise a baissé encore d'un ton. Les dettes auprès des usuriers ne figurent pas dans les registres officiels. Mais si on additionne les avis de saisie que ton père a vus et le témoignage du patron de l'agence immobilière, la dette auprès des usuriers doit être d'au moins 650 000 €. Les mains de Camille se sont relâchées. Le téléphone a failli lui échapper. 650 000. Oui. 30 000 de cartes. 120 000 de société de crédit et 650 000 d'usuriers. Au total, plus de 800 000 €. 800 000 €. Camille est restée sans voix pendant un long moment. Le chiffre était si gros qu'il lui semblait irréel. Camille, tu es là. Oui. Yusuis. Merci. Élise. Camille a raccroché et est restée assise. Abasourdie. Sa tête était en ébullition. Le chiffre de 800 000 ne cessait de tourner. Pendant le dîner, Camille a raconté à ses parents ce qu'Élise lui avait dit. Le visage de son père est devenu rouge de colère. 800 000. Ce morveux doit 800 000. Sa mère s'est couvert la bouche avec la main. Mon Dieu, comment va-t-il rembourser cet argent? Son père a frappé la table du poing. Les assiettes ont tremblé. Ces canailles s'en sont pris à notre fille depuis le début pour payer ses dettes. Le mariage était une arnaque. Il voulait utiliser ma fille comme un distributeur automatique. La voix de son père tremblait. Un mélange de colère et de tristesse. Camille a baissé la tête. Son père avait raison. Depuis le début, elle n'avait pas été une belle fille aimée, mais un outil pour payer des dettes. L'année et demie de fiançailles, la douce demande en mariage, le mariage heureux. Tout avait été une arnaque planifiée, mais Camille n'a pas pleuré. Elle avait déjà suffisamment pleuré. Maintenant, elle avait besoin de bien plus que des larmes. Papa, maman, je ne vais pas rester les bras croisés. La voix de Camille était ferme. Son regard avait changé. Je vais rassembler toutes les preuves et me battre par la voie légale. Je ne pardonnerai pas un centime. Je récupérerai tout. Son père a hoché la tête. C'est ça. Je vais t'aider. End of gas. À partir de ce soir-là, Camille a commencé à organiser systématiquement les preuves. Ses 10 années d'expérience en tant que fonctionnaire lui ont été très utiles. L'organisation de documents était sa spécialité. Elle a d'abord imprimé les papiers du prêt et les justificatifs du virement. C'étaient les documents officiels qu'Élise lui avait obtenus. La date, le montant et le compte de destination étaient clairement indiqués. Ensuite, elle a organisé les photos des avis de saisie que son père avait prises. Elle les a classées par date et par entreprise. Elle n'a pas non plus oublié le témoignage du patron de l'agence immobilière. Son père avait enregistré la conversation. Elle a sauvegardé le fichier sur une clé USB. Enfin, elle a fait des captures d'écran de tous les messages qu'elle avait échangés avec Julien, les messages d'avant le mariage. Quand il cherchait soi-disant un prêt, les messages où il avait menti en disant qu'il avait été refusé, et les 99 appels et messages qu'il lui avait envoyés, après qu'elle soit partie de la maison. Tout. Camille a rangé toute cette documentation dans une pochette transparente. Cela formait un épais dossier. Avec ça, c'est suffisant, a murmuré Camille en regardant l'enveloppe. Il ne restait plus qu'à engager un avocat. Son père lui a recommandé un vieil ami. Un avocat spécialisé en droit civil et pénal. L'avocat a écouté l'histoire de Camille, a examiné les preuves et a hoché la tête. Les chances de gagner sont élevées. Les preuves sont accablantes. Camille et l'avocat ont élaboré une stratégie. Ils entameraient une procédure de divorce et une plainte au pénal en même temps. Maxime serait accusé d'escroquerie et sa belle-mère de complicité. Juste au moment où ils avaient fini de tout préparer, elle a reçu un appel de sa belle famille. C'était Julien. Sa voix était tendue. Camille. Oncle Marcel a convoqué une réunion de famille. Tous les aînés seront là. Tu dois venir et t'excuser pour ce que tu as fait. Camille, le téléphone à l'oreille, a gardé le silence un instant
puis a répondu calmement « D'accord. Je viendrai », en raccrochant. Ses parents l'ont regardé avec inquiétude. « Camille, tu vas y aller. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver », a dit sa mère. Son père avait aussi l'air inquiet. Camille a pris l'épaisse enveloppe avec les documents qui étaient sur le bureau. Regardant ses parents, a dit « Ne vous inquiétez pas. Cette fois, c'est à mon tour de parler. » Le regard de Camille était ferme. Elle n'était plus la belle-fille soumise. « Je vais prouver qui doit s'excuser auprès de qui. » Son père lui a donné une tape sur l'épaule. « Quelle bravoure. Ma fille. Vas-y et donne-leur une bonne leçon. » Sa mère, bien qu'inquiète, la regardait avec confiance. « Fais attention. Ne t'énerve pas trop. » Camille a hoché la tête. Son cœur battait, mais elle n'avait pas peur. Au contraire, elle était impatiente. Le moment de révéler la vérité était enfin arrivé. Le soleil se couchait par la fenêtre. Le ciel se teintait de rouge. Camille, tout en rangeant l'enveloppe dans son sac, a pensé « Demain, tout sera différent ». Le calme avant la tempête remplissait la pièce. La véritable bataille était sur le point de commencer. Elle avait reçu un appel de la belle famille. Ils lui ont dit qu'ils avaient convoqué une réunion de famille avec tous les aînés et qu'elle devait s'y rendre. Qu'elle devait s'excuser pour ce qu'elle avait fait. Camille, après avoir écouté l'appel, y a réfléchi un instant et a répondu calmement « D'accord, j'irai », en raccrochant. Ses parents l'ont regardée avec inquiétude. « Camille, tu vas y aller seule. Ça ne sera pas dangereux », a demandé son père. Camille a secoué la tête. « Ne t'inquiète pas. Papa, cette fois c'est à mon tour de parler. » Le regard de Camille était ferme. Dans ses mains, elle tenait un épais dossier de documents. C'était les preuves qu'elle avait méticuleusement rassemblées pendant des jours. Je vais prouver qui doit s'excuser auprès de qui. And vraiment. Le jour de la réunion de famille est arrivé. Camille s'est habillée avec soin et s'est dirigée vers la maison de ses beaux-parents. Son cœur battait la chamade, mais ses pas étaient fermes. Elle a serré fort l'enveloppe qu'elle portait. En ouvrant la porte, elle a vu le salon d'un coup d'œil. Les canapés et les chaises étaient disposés en cercle, et il y avait plus de 10 parents plus âgés assis. L'atmosphère était tendue. Au centre était assis l'oncle Marcel. À plus de 70 ans, son regard était perçant. On remarquait l'autorité d'un chef d'entreprise à la retraite. Sa belle-mère était assise à côté de lui. Elle avait les yeux rouges et gonflés. Il semblait qu'elle avait pleuré. Son mari, Julien, était dans un coin, la tête baissée, et Maxime n'était nulle part. Dès que Camille est entrée, tous les regards se sont fixés sur elle. Les regards des proches étaient froids. On entendait des murmures. C'est elle la belle-fille, celle qui est partie de la maison après 15 jours de mariage. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Camille n'a pas changé d'expression. Elle a marché jusqu'au centre du salon. L'oncle Marcel a commencé à parler. Sa voix était basse et solennelle. « Tu es Camille ?»« Oui. » « Oncle Marcel. »« Assis-toi. » Camille s'est assise sur une chaise vide. Elle a posé l'enveloppe sur ses genoux. L'oncle Marcel a toussé et a continué. « Nous sommes ici pour résoudre un problème familial. Qu'est-ce que c'est que cette belle-fille aînée, qui quitte la maison une semaine après le mariage, demande pardon comme il se doit devant les aînés ?» Les parents ont hoché la tête. Leur regard était plein de reproches. À ce moment-là, sa belle-mère, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, a dit « Qu'ai-je fait pour que ma belle-fille me calomnie de cette manière ? Je lui ai seulement demandé de me donner le livret et elle a quitté la maison. Je ne peux même plus dormir la nuit. » Sa voix tremblait. Elle avait même l'air de vouloir pleurer. Elle avait toute l'apparence d'une victime. Un des parents a regardé Camille avec mépris. « Quel manque de respect. Comment oses-tu répondre à ta belle-mère ? Je vous le dis. Les belles filles d'aujourd'hui n'ont pas de manières. Elles devraient se mettre à genoux et demander pardon tout de suite. » Les critiques pleuvaient de toutes parts. Camille s'est mordu la lèvre. Elle a serré l'enveloppe avec tant de force qu'elle l'a presque froissée. Son mari, Julien, gardait toujours la tête baissée, sans dire un mot.
Non seulement il ne défendait pas sa femme, mais il ne la regardait même pas. Camille s'est levée lentement. Le salon est devenu silencieux. Tous les regards se sont concentrés sur elle. Oncle Marcel et toutes les personnes présentes. La voix de Camille ne tremblait pas. Elle était claire et sereine. « S'il vous plaît, regardez ceci, et dites-moi qui doit s'excuser auprès de qui. » Camille a ouvert l'enveloppe, a sorti plusieurs documents et les a étalés sur la table devant l'oncle Marcel. « Qu'est-ce que c'est » a demandé l'oncle en prenant les papiers. Il a plissé les yeux et a commencé à lire. Camille a expliqué calmement. Le premier document est l'historique des dettes de mon beau-frère. Maxime, 30 000 € de prêts de carte de crédit, 120 000 de société de crédit et 650 000 d'usurier. Au total, plus de 800 000 €. Un murmure a parcouru le salon. Quoi ? 800 000 Maxime doit 800 000. Il ne disait pas qu'il investissait dans les crypto-monnaies. C'était une arnaque. La confusion s'est emparée des visages des parents. Ils se regardaient les uns les autres en chuchotant. Le visage de sa belle-mère est devenu blanc comme du papier. Ses lèvres tremblaient. Camille a montré le deuxième document. Ceci est le justificatif du virement d'un prêt de 100 000 € à mon nom. Il a été accordé il y a 9 mois à mon insu et tout l'argent a été versé sur le compte de Maxime. Les yeux de l'oncle Marcel se sont écarquillés. Ses mains tremblaient en regardant le document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez volé l'argent de la belle-fille ? Camille a hoché la tête. Oui. Avant le mariage, Julien m'a demandé ma carte d'identité et un code de vérification sous prétexte de chercher un prêt pour le mariage. Il m'a menti en disant qu'on nous l'avait refusé. Mais en réalité, il a souscrit 100 000 € à mon nom et les a donnés à Maxime. Le salon est resté glacé. L'expression des parents a complètement changé. Ceux qui, il y a un instant encore, critiquaient Camille, regardaient maintenant sa belle-mère et Julien. Mon Dieu, ils l'ont arnaqué. Ils ont volé l'argent de la belle-fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sa belle-mère s'est levée d'un bond. Elle avait le visage rouge de colère. « C'est un mensonge, mon Maxime ne ferait pas une chose pareille » a-t-elle crié. Mais ses doigts tremblaient. Ses yeux bougeaient avec nervosité. Camille a sorti le troisième document. Ceci est l'avis de saisie qui était collé dans la ruelle à l'arrière du salon de coiffure de la belle-mère. Et ceci est l'enregistrement du témoignage du patron de l'agence immobilière d'à côté. Il dit que les agents de recouvrement de dettes viennent chercher Maxime constamment. Sa belle-mère a perdu toutes les couleurs de son visage. Elle a chancelé en arrière comme si ses jambes se dérobaient. L'oncle Marcel a posé les papiers sur la table avec un coup sec. La table a retenti. Il avait le visage rouge de colère. « Belle-sœur, qu'est-ce que tout cela signifie » a-t-il rugi. « Escroquer la fille de nos beaux-parents. Souscrire un prêt au nom de la belle-fille pour payer les dettes du fils, est-ce là la réputation de la famille Dupont ?» Sa belle-mère a ouvert et fermé la bouche. Elle semblait chercher une excuse. Mais les mots ne sortaient pas. Julien a levé la tête pour la première fois. Il était pâle. « Oncle, je ne savais rien. J'ai juste fait ce que ma mère m'a dit. » Sa belle-mère l'a foudroyé du regard. « Qu'est-ce que tu dis » Morveux. Julien, bien qu'effrayé, a continué. « C'est la vérité. Maman m'a dit de demander la carte d'identité à Camille, et c'est elle qui m'a dit de mettre notre adresse pour recevoir les papiers du prêt. » Le salon s'est agité. Les regards des parents envers la belle-mère sont devenus glaciaux. L'oncle Marcel s'est levé d'un bond. « Alors c'est pour ça que vous l'avez mariée. Vous l'avez mariée depuis le début pour la plumer. » Le cri de l'oncle Marcel a résonné dans le salon. Sa belle-mère n'en pouvait plus et s'est effondrée sur le canapé. Camille, observant la scène, a dit « Aujourd'hui, devant toutes les personnes ici présentes, je déclare. » Le salon est devenu silencieux. Tous les regards se sont concentrés sur Camille. « Moi, Camille, je divorce de Julien. » Le visage de Julien s'est décomposé. Ses lèvres tremblaient. « Et je récupérerai tout mon argent par la voie légale. Je les attaquerai pour escroquerie et abus de confiance. » La voix de Camille était froide et ferme. Dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes, mais de la détermination.
Sa belle-mère s'est levée brusquement. Elle avait le visage défiguré par la rage. « Comment oses-tu » Elle a essayé de se jeter sur Camille. Mais avant de faire 2 pas, elle a chancelé et est tombée par terre. Ses yeux se sont révulsés. « Maman !» a crié Julien en courant vers elle. Les parents se sont aussi levés. Effrayés. Appelez une ambulance. Apportez de l'eau. Le salon s'est transformé en chaos. Sa belle-mère gisait inconsciente sur le sol. Camille, observant la scène, a rangé ses papiers en silence. Elle n'avait plus rien à faire là. Julien l'a attrapée par le bras. « Camille, je ne savais rien. Vraiment, j'ai juste fait ce que ma mère m'a dit. » Yetan priait. Camille s'est dégagée. Son regard était glacial. Il est déjà trop tard. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'entrée. Elle a entendu la voix de Julien dans son dos, mais elle ne s'est pas retournée. Elle a ouvert la porte et est sortie. La lumière du soleil était éblouissante. Elle a pris une grande inspiration. Elle se sentait soulagée. Comme si tout ce qu'elle avait réprimé s'était libéré d'un coup. Camille a commencé à marcher lentement. Maintenant commençait la véritable bataille. Elle se battrait jusqu'au bout devant les tribunaux pour tout récupérer. L'argent qu'on lui avait volé et la dignité qu'on lui avait piétinée. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la réunion de famille. Camille a commencé les préparatifs pour le divorce. Elle a engagé l'avocat, qui était un vieil ami de son père. L'avocat a commencé à rassembler les documents nécessaires pour la plainte. Nous avons besoin de l'acte de mariage, du livret de famille, du certificat de domicile. Camille est allée à la mairie pour demander les documents. Elle y travaillait depuis plus de 10 ans. Elle était donc familière avec les démarches. Avec les papiers en main, elle s'est dirigée vers le bureau de l'avocat. L'avocat a commencé à examiner les documents un par un. L'acte de mariage, le livret de famille. Soudain, il s'est arrêté. Un instant. L'avocat a plissé les yeux. Il a de nouveau examiné le document, avec attention. « Camille, as-tu vu ça ?» Camille a regardé où l'avocat pointait. C'était la section de la mère dans le livret de famille. À côté du nom de sa belle-mère, Chantal, il y avait quelque chose d'étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» L'avocat a expliqué. « Votre mari, Julien, a une mère biologique différente. Chantal n'est pas sa mère biologique. C'est sa belle-mère, la deuxième femme de son père. » Les yeux de Camille se sont écarquillés. Belle-mère, la deuxième épouse. Sa belle-mère n'était pas la mère biologique de Julien. Que dites-vous, ce n'est pas possible. L'avocat a rapproché le document. Regardez ici. La mère biologique de Julien est décédée il y a 32 ans, quand il avait 5 ans. 1 an plus tard, son père s'est remarié avec Chantal. Camille a examiné le document. L'avocat avait raison. La mère biologique de Julien était une autre personne, et Chantal était sa belle-mère mère adoptive. Et Maxime. Maxime est le fils biologique que Chantal a eu après s'être mariée. Il est le demi-frère de Julien. Ove. La tête de Camille était un chaos. Soudain, tout a pris sens. La raison pour laquelle il n'y avait pas une seule photo de Julien sur le mur du salon, la raison pour laquelle sa belle-mère traitait ses 2 fils de manière si différente, la raison pour laquelle Julien semblait toujours intimidé et dépendant de sa mère, tout s'emboîtait. Sa belle-mère n'avait jamais considéré Julien comme son propre fils. Elle n'aimait que son fils biologique, Maxime, et discriminait le fils de la précédente femme de son mari. Pendant 32 ans, Camille est restée sans voix pendant un long moment. Le choc était trop grand. En rentrant chez elle, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est assise sur le lit. Pensive. Elle commençait à comprendre un peu le pourquoi du comportement de Julien avoir perdu sa mère biologique à 5 ans et avoir été élevé par une belle-mère. Ça a dû être très dur. Il a sûrement passé toute sa vie à essayer de gagner son approbation. Il aurait cru que s'il faisait tout ce que sa belle-mère lui demandait, elle l'aimerait. Mais cela ne justifiait pas ce qu'il avait fait. Aussi difficile qu'ait été sa situation, tromper sa femme et lui voler son argent était un crime. Camille a secoué la tête. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par la compassion. Elle avait déjà pris une décision. Quelques jours plus tard,
alors qu'elle dînait avec ses parents. On a sonné à la porte. Sa mère a ouvert. C'était Julien. Il était très maigre. Il avait des cernes profonds. On aurait dit qu'il n'avait ni bien mangé ni bien dormi depuis des jours. « Belle maman. S'il vous plaît. Laissez-moi parler à Camille. » L'expression de sa mère s'est durcie. « Avec quel visage viens-tu ici après avoir escroqué ma fille dehors ?» Julien a baissé la tête. « Je suis désolée. S'il vous plaît. Donnez-moi une chance. » Camille est sortie dans l'entrée. En voyant Julien, elle a ressenti un mélange d'émotions de la haine et de la compassion. « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais lui parler un instant. » Camille a mis ses chaussures et est sortie. Ils sont allés sur un banc du parc de la résidence. La lumière d'un lampadaire les éclairait faiblement. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Il y a eu un long silence. Julien a été le premier à parler. « Je sais tout maintenant. Que ma mère n'est pas ma mère biologique. » Camille n'a pas été surprise. Il y a sûrement eu un gros scandale chez eux aussi, après la réunion de famille. La voix de Julien tremblait. Depuis tout petit. Je sentais que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle nous traitait. Mon frère et moi étaient très différentes. Pour Maxime, elle donnait tout. Mais avec moi, elle était toujours froide et stricte. Julien, la tête baissée, a continué. Petit. Maxime me disait, « Tu n'es pas sorti du ventre de maman. Pour qui tu te prends pour me prendre ce qui est à moi ?» À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était des histoires d'enfants. Camille écoutait en silence. La voix de Julien s'est brisée. Ma mère me disait aussi, Julien, « Ne touche pas aux affaires de ton frère. » Compris. Je devais toujours céder. Maxime était toujours le premier. Et je restais avec les restes. Les yeux de Julien se sont remplis de larmes. Malgré tout, je voulais qu'elle m'accepte. Je pensais que si je faisais des efforts, ma mère m'aimerait aussi. C'est pour ça que je faisais tout ce qu'elle me demandait. Quoi qu'elle dise. Je le faisais. Et tcha. Pendant 32 ans. Julien s'est couvert le visage de ses mains. Mais maintenant je comprends. Ma mère m'a seulement utilisée. Elle m'a présenté à toi. Que m'a encouragée à me marier. Tout était un plan pour payer les dettes de Maxime. Les épaules de Julien ont frémi. Il a essayé de retenir ses pleurs. Mais les larmes glissaient sur ses joues. Je suis aussi une victime. On m'a trompée toute ma vie. Camille. Yeten prié. Donne-moi une autre chance. Enze. Camille a regardé Julien. C'était l'image d'un homme brisé. Elle a ressenti de la pitié. Mais sa décision était déjà prise. Il se peut que tu sois aussi une victime. Il admet. La voix de Camille était sereine. Mais tu étais mon mari. La personne qui devait me protéger. Julien a levé la tête. L'a regardé avec des yeux larmoyants. Camille a continué. Tu as eu ta chance. Quand ta belle-mère m'a demandé le livret, tu aurais pu prendre mon parti. Quand je suis partie de la maison, tu aurais pu m'arrêter. Quand tu m'as appelé 99 fois, tu aurais pu me demander au moins une fois si j'allais bien. Les yeux de Camille se sont également remplis de larmes. Ma estoy. À chaque fois, tu as choisi cette famille au lieu de moi. C'est toi qui as choisi ta belle-mère avant ta femme. Le visage de Julien s'est décomposé. Il n'avait rien à dire. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute. Julien s'est levé du banc et s'est agenouillé devant Camille. L'image d'un homme de 37 ans, pleurant à chaudes larmes à genoux dans une ruelle sombre était pathétique. Donne-moi une chance. Recommençons à zéro. Cette fois, je ferai bien les choses. Vraiment. Camille s'est levée lentement. Regardant Julien, elle a dit « Je suis désolée. Ne me le dis plus à moi. » Julien a levé la tête. Dis-le à ta vie. À ces personnes qui t'ont trompé pendant 32 ans. À moi, tu n'as rien à me dire. Camille s'est retournée. Au moment où elle allait commencer à marcher, Julien lui a pris la main. Camille. Yeten prié. Camille ne s'est pas dégagée. À la place, elle a dit à voix basse « Julien, c'est vrai que tu me fais de la peine. Avoir perdu ta mère si jeune.
Être élevée par une belle-mère qui te discriminait. Ça a dû être dur. Camille s'est lentement dégagée de la main de Julien. Mais ça n'est pas une excuse pour ce que tu m'as fait. Tu es un adulte aussi. Tu pouvais choisir et tu as mal choisi. Camille a regardé Julien pour la dernière fois. Dans son regard, il n'y avait plus aucune trace de nostalgie. Adieu. Camille s'est retournée et est partie. Elle a entendu les pleurs de Julien dans son dos. Mais elle ne s'est pas retournée. Son ombre s'allongeait sous la lumière du lampadaire. Avant d'entrer dans l'immeuble, Camille s'est arrêtée un instant. Elle a regardé le ciel. On voyait quelques étoiles. Une larme a glissé sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de libération. Les rêves qu'elle avait eus en se mariant, l'amour qu'elle avait ressenti pour Julien, l'espoir de fonder une famille heureuse. Maintenant, elle décidait de tout laisser derrière elle. Camille a essuyé sa larme et a ouvert la porte de l'immeuble. Sa mère l'attendait avec un visage inquiet. « Ça va ?»« Oui. »« Maman. »« Maintenant oui. »« Ça va. » Camille a souri. C'était son premier sourire sincère depuis longtemps. Le passé était terminé. Maintenant, il fallait regarder vers l'avenir. La procédure de divorce et la plainte pénale ont été lancées en même temps. Camille, avec son avocat, a présenté le dossier au tribunal. Ils ont accusé Maxime d'escroquerie et sa belle-mère Chantal. De complicité. Les preuves étaient si accablantes que l'avocat était sûr de gagner. Avec ces preuves. C'est plus que suffisant. Nous avons les papiers du prêt, les justificatifs de virement, les fichiers audio. Les chances de gagner sont élevées. Camille a hoché la tête. Tout l'effort de préparation portait ses fruits. Pendant ce temps, la belle famille s'effondrait. En apprenant la plainte pénale, les créanciers sont devenus plus agressifs. C'étaient les créanciers des 800 000 € que devait Maxime. Les usuriers ont campé devant la maison et apparaissaient presque tous les jours. Maxime Dupont. Sorge. Et rends l'argent. Si tu te caches, nous le réclamerons à ta famille. Les cris résonnaient dans tout le quartier. Les voisins ont commencé à chuchoter. La famille, qui avait vécu dans ce quartier pendant plus de 30 ans, a été complètement humiliée. La belle-mère, après son évanouissement à la réunion de famille, a empiré. Sa tension a grimpé en flèche et elle a dû être hospitalisée pendant quelques jours. Mais à son retour chez elle, elle n'a pas trouvé la paix. Elle ne pouvait même pas sortir à cause des créanciers. Maxime s'est enfermé dans sa chambre et ne sortait plus. Il a éteint son portable et ne voyait personne. Il se cachait comme un rat acculé. Un jour, Camille travaillait, comme d'habitude à la mairie. Elle était assise à son poste, organisant des papiers. C'était un après-midi tranquille. Soudain, l'entrée du bureau s'est agitée. On a entendu les cris de quelqu'un. « Camille, où est Camille ?» Camille a levé la tête. Son cœur a fait un bond. À l'entrée se trouvait Maxime. Il avait les yeux injectés de sang et les cheveux ébouriffés. Il semblait ne pas s'être douché depuis des jours. « Belle-sœur !»« Sorge !» a-t-il crié en entrant dans le bureau. Les gens se sont écartés. Effrayés. Les citoyens qui étaient là ont crié et ont reculé. Camille s'est levée. Ses mains tremblaient. Mais elle n'a pas changé d'expression. Maxime l'a vue et s'est approché à grandes enjambées. « Tu as ruiné ma vie. Si tu avais gardé la bouche fermée, rien de tout cela ne serait arrivé. » La voix de Maxime a résonné dans tout le bureau. Sa salive giclait. Ses yeux reflétaient la folie. Camille a reculé d'un pas. Ses collègues se sont levés. Effrayés. « Maxime, sais-tu où tu es ? C'est un bâtiment public. Sors tout de suite. » La voix de Camille ne tremblait pas. Elle a essayé de parler avec le plus de calme possible, mais Maxime ne s'est pas arrêté. Au contraire, il s'est encore plus énervé. « Un bâtiment public. Et alors c'est de ta faute. » Maxime a pris une chaise et l'a jetée par terre avec un fracas. La chaise s'est cassée. Le bureau s'est transformé en chaos. Les gens criaient et fuyaient. Une mère avec son enfant est partie en courant, en pleurs. Mais Maxime ne s'est pas arrêté là. Il a pris les papiers qui étaient sur le bureau et les a jetés en l'air.
Il a poussé l'écran de l'ordinateur et l'a fait tomber par terre. Il a donné un coup de poing dans la fenêtre et l'a fissurée. C'est tout de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Maxime s'est approché de Camille, a essayé de l'attraper par le bras. À ce moment-là, Camille a rapidement sorti son portable, a appuyé sur le bouton d'enregistrement et a dit « Maxime, tout ce que tu fais est en train d'être enregistré. Arrête ça. » Le mouvement de Maxime s'est arrêté un instant, mais il a tout de suite recommencé à crier comme un fou. « Enregistré. Et alors, si tu enregistres, je suis déjà fini, tout est fini. » Maxime a essayé d'arracher le portable à Camille. Elle a reculé. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. La police est entrée. L'agent de sécurité de la mairie avait appelé le 112. 2 policiers se sont jetés sur Maxime. « Bougez pas les mains en l'air !» Maxime a résisté, a agité les bras et a essayé de repousser les policiers, mais n'a rien pu faire. Les policiers lui ont tordu le bras et l'ont immobilisé au sol. Rébellion à l'autorité. Vous êtes en état d'arrestation. Ils ont mis les menottes à Maxime. Couché par terre, il continuait de crier. C'est tout de sa faute, Camille. C'est de ta faute. Les policiers l'ont emmené. Dans le bureau, il ne restait que la chaise cassée et les papiers éparpillés. La fenêtre était fissurée comme une toile d'araignée. Camille, debout, pouvait à peine se tenir. Ses collègues ont couru l'aider. Camille, tu vas bien. Tu ne t'es pas fait mal. Camille a hoché la tête. La voix ne sortait pas. À ce moment-là, ses jambes l'ont lâchée, et elle s'est effondrée sur une chaise. Maxime a été arrêté le jour même. Aux accusations d'escroquerie se sont ajoutés les troubles à l'ordre public, les menaces, les dommages matériels et la rébellion à l'autorité. Les chefs d'accusation s'accumulaient. Même l'avocat ne pouvait rien faire. Le parquet a requis contre lui 3 ans de prison. Le procès a été rapide. Les preuves étaient trop claires. La belle famille s'est complètement effondrée. En apprenant l'arrestation de Maxime, sa mère a fait une autre crise. Cette fois, ce fut un accident vasculaire cérébral. On l'a emmené aux urgences. Mais son état était grave. Le côté droit de son corps est resté paralysé. Elle pouvait à peine parler. Le salon de coiffure a dû être vendu à bas prix pour payer les dettes. C'était l'entreprise qu'elle avait gérée pendant plus de 30 ans. L'endroit auquel elle avait consacré toute sa vie. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Les créanciers la harcelaient. Julien a dû quitter son emploi. Il avait besoin de plus d'argent pour payer les frais d'hôpital de sa mère et les dettes en souffrance. Le salaire d'un employé administratif dans une petite entreprise ne suffisait pas. Finalement, Julien a commencé à travailler comme ouvrier du bâtiment. Il portait des sacs de ciment, empilait des briques de l'aube au crépuscule. Il y a seulement 2 mois. Il allait travailler dans un costume impeccable. Maintenant, il portait une tenue de travail poussiéreuse et maniait une pelle avec des mains rugueuses. Pendant ce temps, sa belle-sœur Sophie a agi de manière complètement différente. Quand la belle famille s'est effondrée, Sophie a montré son vrai visage. Elle a cessé de faire semblant d'être soumise et gentille. Un jour, elle est allée rendre visite à sa belle-mère à l'hôpital. En regardant sa belle-mère alitée, elle lui a dit froidement « Belle-mère, je n'ai plus rien à voir avec cette famille. Maxime va en prison. Pourquoi devrais-je couler avec lui ?» Sa belle-mère a ouvert la bouche. Mais les mots ne sortaient pas. Les séquelles de l'AVC avaient affecté son élocution. Est-ce où ? Sophie a ricané. Je vais vivre ma vie. Je vous enverrai les papiers du divorce. Signez-les et renvoyez-les-moi. Sophie s'est retournée et est sortie de la chambre. Sa belle-mère a essayé de l'atteindre, mais n'a pas pu. Sophie est allée directement à la maison de ses beaux-parents. Elle est entrée dans la maison vide et a fouillé dans la chambre de sa belle-mère. Elle a trouvé une enveloppe avec de l'argent de secours caché sous l'oreiller. C'était 8 000 € en espèces. L'argent que sa belle-mère avait économisé petit à petit tout au long de sa vie. Sophie a mis l'argent dans son sac et est partie. Et depuis ce jour, on n'a plus eu de nouvelles d'elle.
Elle a unilatéralement envoyé les papiers du divorce à Maxime. Elle a complètement disparu. Quelques jours plus tard, Julien, en rendant visite à sa mère à l'hôpital, lui a annoncé la nouvelle. Maman. Sophie s'est enfuie avec l'argent. Les 8 000 € de secours. Sa belle-mère, regardant le plafond, a pleuré. Elle ne pouvait pas parler. Mais tout son corps tremblait. C'était la jeune belle-fille qu'elle avait tant aimée. Elle avait préféré Sophie à Camille. Elle ne lui avait pas demandé le livret et l'avait traitée avec affection. Et maintenant, dans le moment le plus difficile, elle s'était enfuie avec l'argent. En revanche, qu'avait fait Camille? Celle qu'elle avait harcelée en lui demandant le livret et qu'elle avait chassée de chez elle Camille. Au moins, ne lui avait pas volé son argent. Elle avait seulement voulu protéger ce qui était à elle. Sa belle-mère, regardant le plafond, a gémi. Les larmes glissaient sur ses joues et trempaient l'oreiller. On n'entendait que des gémissements inintelligibles. C'étaient des larmes de repentir. Mais il était déjà trop tard. Elle avait chassé la vraie belle-fille et avait été trahie par la fausse. Le karma. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la chambre. Mais pour sa belle-mère, cette lumière n'était pas chaude. C'était une lumière froide et désolante. Les dernières larmes d'une personne qui avait tout perdu ont été absorbées par l'oreiller. Le procès, qui a duré 6 mois, a pris fin. Le tribunal a prononcé le jugement de divorce. Camille, avec le jugement à la main, est descendue des marches du tribunal. Le ciel était dégagé. La longue bataille était terminée. Le procès pénal s'est également conclu. Maxime a été condamné à 3 ans de prison pour escroquerie et autres délits. L'image de Maxime escorté hors de la salle d'audience était poignante. Sa belle-mère et Julien ont demandé un accord pour réduire la peine. L'avocat a contacté Camille. Camille, l'autre partie veut trouver un accord. Ils disent qu'ils te paieront ta part avec l'argent de la vente du salon de coiffure. Camille a réfléchi un instant et a hoché la tête. J'accepte l'accord, mais à une condition. L'avocat a demandé « Quelle condition ?» Je veux qu'il me rembourse le montant intégral du prêt et des dommages-intérêts pour préjudice moral, et que Julien s'engage devant notaire à payer le reste en plusieurs versements. L'avocat a transmis les conditions de Camille à l'autre partie. La belle famille n'a eu d'autre choix que d'accepter. S'il refusait, la peine pénale serait plus lourde. L'accord final a été le suivant. Camille a reçu 120 000 € provenant de la vente du salon de coiffure. À cela se sont ajoutés 20 000 € d'indemnisation pour préjudice moral, soit un total de 140 000 €. Le reste est 10 000 €. Julien s'est engagé à les payer en plusieurs versements sur les 5 années suivantes. Il devait lui verser 167 € par mois religieusement. Camille a vérifié le versement des 140 000 € sur son compte. Bien qu'il manquait 10 000 € du prêt original de 150 000, elle avait récupéré presque tout. Ses économies de 150 000 € qu'elle avait accumulées pendant 10 ans étaient également intactes. Ce fut une dure bataille. Mais à la fin, elle avait gagné. 3 ans ont passé. Camille avait beaucoup changé. Elle avait été promue à la mairie. Elle était maintenant chef d'équipe des politiques sociales. Elle dirigeait une équipe de 5 personnes. Chef. S'il vous plaît, révisez ce document. Chef. La réunion est préparée. Ses collègues la regardaient avec respect. Camille était une chef méticuleuse et juste. S'il y avait un problème, elle était la première à le résoudre. C'est pourquoi l'ambiance dans l'équipe était toujours bonne. Après le travail, elle rentrait dans son appartement. L'appartement qu'elle avait acheté à son nom avant de se marier avec l'aide de ses parents, une maison précieuse qu'elle avait réussi à protéger de sa belle famille. Le week-end, elle allait manger chez ses parents. Ils discutaient en mangeant le repas préparé par sa mère. « Camille, comment va le travail ?»« Il y a beaucoup de travail. Mais c'est gratifiant. »« Maman, une vie normale, mais chaleureuse. » L'image d'elle traînant une valise sous la pluie 3 ans plus tôt semblait être un mensonge. À cette époque, une nouvelle personne est apparu dans la vie de Camille, un homme nommé Adrien. Il était directeur d'une entreprise de construction et se rendait souvent à la mairie.
Ils se sont rencontrés pour une affaire de travail, et la première impression a été bonne. Adrien avait 41 ans. Il était grand, d'apparence aimable. Et surtout, il parlait avec sérieux. Il ne disait pas de bêtises et tenait toujours ses promesses. Au début, c'était une relation purement professionnelle. Mais à un moment donné, Adrien a commencé à montrer de l'intérêt pour Camille. « Chef, avez-vous déjeuné ? Il y a un très bon restaurant tout près. Voulez-vous qu'on y aille ?» Au début, Camille a refusé. Elle venait de divorcer depuis peu et avait peur de commencer une nouvelle relation, mais Adrien n'a pas abandonné. Nous pouvons apprendre à nous connaître petit à petit. Je peux attendre. La sincérité d'Adrien était palpable. Il ne la trompait pas avec de douces paroles comme Julien. Il le prouvait par des actes, bien qu'occupé. Il prenait toujours soin d'elle et était à ses côtés lorsqu'elle en avait besoin, environ 1 an plus tard. Camille a raconté à Adrien son passé. L'arnaque de la belle famille, le divorce, la bataille juridique, tout. Adrien l'a écouté en silence. Il n'y avait aucune trace de jugement sur son visage. Lorsqu'elle a terminé, Adrien a dit « J'ai écouté tout ce que tu as traversé. » Camille est devenue nerveuse. Elle a pensé qu'après avoir entendu son histoire, il pourrait faire marche arrière. Mais les mots suivants d'Adrien furent inattendus. « Ce n'est pas de ta faute. Au contraire, j'admire ta force pour l'avoir surmontée. » Adrien lui a pris la main. « Ton passé m'importe peu. J'aime la Camille d'aujourd'hui. Je serai à tes côtés à partir de maintenant. » Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Après 2 ans d'une relation sérieuse, ils ont décidé de se marier. Les parents de Camille aimaient aussi Adrien. Après l'avoir rencontré, son père a dit « Celui-ci me semble être un homme bien. On voit qu'il aime ma fille pour de vrai. » Sa mère a hoché la tête. Le regard d'Adrien est différent. Il a l'air de vouloir rendre notre Camille heureuse. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie sur la plage. Ils n'ont invité que la famille et les amis les plus proches. Ce ne fut pas un mariage luxueux, mais très chaleureux. Camille, dans une robe blanche, a pris la main d'Adrien. Le bruit des vagues ressemblait à une bande originale. Le coucher de soleil teintait la mer de rouge. « Je te rendrai heureuse pour toujours », a chuchoté Adrien à son oreille. Camille a souri et a hoché la tête. À la fin de la célébration, Camille s'est approchée de ses parents et leur a serré les mains avec force. « Papa, maman, merci de m'avoir soutenue à ce moment-là. Grâce à vous, j'ai pu m'en sortir. » Son père lui a tapoté la main. « C'est toi qui l'as surmontée. Ma fille, qu'ai-je fait ? » « Moi. » Sa mère a serré Camille dans ses bras. « Maintenant, tu as juste besoin d'être heureuse. C'est tout ce que je veux. » Camille est restée dans les bras de ses parents pendant un long moment. Elle a pleuré, mais n'a pas essuyé ses larmes. C'étaient des larmes de bonheur. Pendant ce temps, qu'est devenue la belle famille ? La belle-mère, Chantal, était dans une maison de retraite. Le côté droit de son corps étant paralysé par l'AVC, elle était alitée. Elle pouvait à peine parler et ne pouvait pas manger seule. Personne n'allait lui rendre visite. Les parents ont également cessé d'y aller. Après l'humiliation lors de la réunion de famille, la famille Dupont les avait reniés. Sa belle-mère passait ses journées à regarder le plafond, pleurant de repentir. Elle se souvenait de Julien, qu'elle avait discriminé pendant 32 ans, de Camille, la belle-fille qu'elle avait chassée, de Maxime, qu'elle avait tant aimé, tout. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Maxime était en prison. Il purgeait une peine de 3 ans dans une cellule froide. Il s'était enfin rendu compte à quel point il avait tort. Il a écrit une lettre à sa mère. Il lui demandait pardon. Il lui disait qu'il s'était trompé, qu'elle lui pardonne, d'une main tremblante. Il a écrit chaque mot, mais cette lettre n'a jamais été lue. Sa mère ne pouvait plus lire. Les lettres s'accumulaient dans un tiroir de l'infirmerie de la maison de retraite.
Julien continuait de travailler comme ouvrier du bâtiment pour payer les frais d'hôpital de sa mère et les dettes restantes. Il travaillait de l'aube au crépuscule et chaque mois, il envoyait 167 € à Camille. Un jour, Julien est allé à la maison de retraite. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère, mais il s'est arrêté à la porte de la chambre. Il a vu sa mère couchée, le lit était rétréci et elle avait l'air désolante. La personne qu'il avait utilisée pendant 32 ans, celle qui, sans être sa mère biologique, avait agi comme telle. Julien s'est retourné, n'a pas ouvert la porte de la chambre, est sorti de la maison de retraite, comme il y était entré, et depuis, n'y est plus jamais retourné. Et qu'est devenue Sophie, celle qui s'était enfuie avec les 8 000 € de secours de la belle famille? Elle est partie avec un homme riche. Elle disait qu'il était homme d'affaires. Elle rêvait d'une vie de luxe, mais au bout de 6 mois, il l'a abandonnée. Pour cet homme, Sophie n'avait été qu'une aventure passagère. La rumeur disait qu'elle vivait dans un studio dans la misère. Tout était le karma. Ceux qui avaient mal agi ont payé pour cela. Après le mariage, Camille et Adrien se sont promenés sur la plage. Le coucher de soleil teintait la mer de rouge. Les vagues venaient mourir à leurs pieds et se retiraient. Adrien lui a pris la main avec force. Nous partons vers notre nouvelle vie. Camille a hoché la tête et a souri. Oui. Allons-y. Ils se sont tenus la main et ont marché lentement. La lumière du crépuscule projetait leurs longues ombres. En marchant, Camille a pensé. Ce jour-là, 3 ans plus tôt. Quand elle était sortie de la maison de ses beaux-parents sous la pluie, elle avait pensé que tout était terminé. Mais ce n'était pas le cas. Ce jour-là n'était pas la fin. Mais le commencement, après la tempête, il y a toujours un ciel plus clair. Camille y a cru. Et c'est pour cela qu'elle a pu le surmonter. À ce moment-là, Camille était plus heureuse que jamais. Le soleil réchauffait doucement leur dos. Une nouvelle vie venait de commencer. Si l'histoire d'aujourd'hui a résonné dans votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, je vous invite à revenir par ici de temps en temps. Et si vous en avez envie, laissez quelques mots d'encouragement pour la protagoniste de cette histoire. Peut-être que ces mots aideront quelqu'un à affronter son lendemain. Je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et pour demain. Merci.